Bonjour, je me présente, Stéphanie Boivin, présidente au Conseil des étudiants du Centre éducatif Saint-Aubin. Puis avec moi, mon ami Alex Duchesne, qui est aussi un étudiant à la polyvalente Saint-Aubin. Nous sommes ici aujourd'hui pour... il y a une activité en fait qui a été organisée pour nous sensibiliser sur l'alcool au volant ainsi que pour ses dommages. Donc, des petites informations. Saviez-vous qu'en 2017, la distraction au volant est de plus en plus fréquente sur nos routes? En effet, 10 000 constats ont été émis pour l'utilisation du cellulaire au volant. Ensuite, la distraction au volant a été la cause la plus répandue pour les accidents, causant 24 collisions mortelles, ce qui représente 9,8 % des accidents. Mais ce n'est pas le pire fléau routier. En effet, en moyenne, 19 personnes par jour se font arrêter pour conduite avec facultés affaiblies. Sans l'aide des policiers, ces personnes auraient pu se blesser grièvement ou même se tuer. Sans compter qu'ils auraient pu détruire la vie de pauvres innocents ainsi que la vie des familles touchées. C'est à nous maintenant d'agir pour changer les choses. Nous, les jeunes de 16 à 24 ans, avons connu une hausse de 46 % de taux de mortalité sur nos routes, ce qui passe en 2016 de 39 victimes à 57 en 2017. L'alcool et la drogue jouent un rôle très important, mais si on ajoute à ça la vitesse, la témérité et l'inexpérience, on obtient un cocktail qui est mortel. C'est pourquoi nous devons écouter les conseils des familles qui ont vécu la mort de leurs jeunes, qui ont été en conduite avec facultés affaiblies, puis changer notre mentalité pour tenter d'exterminer ce problème qui existe déjà depuis trop longtemps. On va donc laisser la parole à Mme Lise Lebel, qui a malheureusement perdu sa fille qui était alors âgée de 21 ans, Catherine Beaulieu, en 2010, suite à une collision qui a été causée par une conductrice en état d'ébriété. Merci et bonne conférence. Bonjour tout le monde. Comme les deux jeunes viennent de vous le dire, moi je viens vous rendre un témoignage aujourd'hui d'un parent qui malheureusement a perdu son enfant dans un accident de la route. Donc ma situation à moi, elle est très, très, très réelle. Alors bien entendu, c'est les membres de votre communauté qui nous font venir aujourd'hui, qui nous donnent l'occasion de venir vous sensibiliser et d'insister sur l'importance d'avoir un comportement responsable dans un but ultime de protéger votre vie, la vie des autres, la sécurité et, bien entendu, l'identité de chacun de vous. À chaque jour, on prend, bien entendu, une multitude de décisions. Souvent, ce sont de bonnes décisions et parfois, elles sont mauvaises. Souvent, ce sont des décisions sans conséquences et parfois, elles peuvent transformer complètement notre vie. Est-ce que vos parents ont déjà fait de mauvais choix? Oui! Assurément, parce que je connais aucun parent qui n'a pas pris de mauvaises décisions dans leur vie. Est-ce que vous autres, vous allez prendre des mauvaises décisions? Assurément, parce que vous avez, premièrement, vous êtes jeune, vous avez envie de vivre pleinement votre vie, librement, en essayant plein de nouvelles choses, même si vous êtes assurément convaincu qu'il peut y avoir des risques qui sont rattachés à tout ça. Et dans tout ce tourbillon de belles expériences ou de mauvaises, vous êtes constamment exposé à certains dangers qui semblent pourtant très attrayants, très excitants. Et tous ces artifices que vous avez autour de vous vont vous embrouiller la vue parce que dans le fond, ce sont des décisions excessivement nocives que vous allez avoir prises. Alors, vous avez compris que je parle de la consommation de drogue, d'alcool et je dois rajouter aussi de médicaments parce que trop souvent, ces dépendances à ces substances vont provoquer un tas de tragédies qui auraient pu être évitées. D'accord, je ne parle pas juste d'alcool ici, là, je parle de drogue puis je parle aussi de médicaments. Je parle de médicaments parce que, oui, l'alcool, on sait qu'on a des statistiques pas très réjouissantes. On sait qu'avec les drogues, si je regarde la salle qu'il y a ici aujourd'hui, il y a presque une personne sur deux entre vous qui ont déjà embarqué avec un conducteur quand vous sachiez que cette personne-là, elle avait consommé des drogues. Presque une personne sur deux. C'est quand même beaucoup. Puis là, on a de plus en plus de jeunes qui meurent chaque année parce qu'ils vont dans la pharmacie puis ils consomment les médicaments d'ordonnance de leurs parents ou d'un membre de la famille. Mais dans toutes ces situations-là,
bien entendu, celle qui me préoccupe le plus, c'est quand les gens qui ont consommé prennent la décision d'utiliser leur véhicule automobile. Alors, mon objectif principal aujourd'hui, c'est de réussir à vous convaincre que d'avoir une conduite automobile responsable sera et restera à tout jamais votre meilleure option. Toujours. Avant même d'embarquer en arrière du véhicule, il faut toujours se poser cette question-là. Est-ce que je peux risquer d'être dangereux pour quelqu'un d'autre? Parce que chaque fois que quelqu'un prend le risque de consommer alcool, drogue, médicaments, chaque fois que quelqu'un se donne le droit d'emprunter la route à des vitesses excessives, il choisit de changer la règle de vie. Parce que trop souvent, ils restent convaincus qu'ils peuvent tout se permettre parce que ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne peut pas arriver chez nous. Ça arrive ailleurs, dans le Québec, mais chez nous, ça n'arrive pas. Mais malheureusement, ça arrive dans toutes les régions du Québec. Fait que non, ça n'arrive pas juste aux autres. Puis je suis convaincue que vous avez déjà remarqué dans votre entourage des individus qui se considèrent comme étant des as de la vitesse ou encore des experts du texto, tout en étant convaincus qu'ils ont une maîtrise absolue sur leur volant. On en voit, on s'en va sur la route, puis c'est pas juste du monde de votre âge. Il y en a de tous les âges qu'on les voit avec leur téléphone cellulaire. Puis il y en a aussi qui dépassent régulièrement les vitesses. Et malheureusement, pour des jeunes de votre âge surtout, c'est souvent le comportement en groupe. Quand on est dans une gang, c'est souvent ce comportement-là qui va façonner notre réalité de la vie. Ça va changer la perception face à une situation dangereuse. Si on est tout seul, on est plus peureux que quand on est en gang. Alors, on a l'impression, quand on est en gang, d'être invincible, puis qu'on est convaincu qu'à l'intérieur de ce groupe-là, il n'y aura jamais rien qui va nous arriver. Et que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit moi, même moi, on essaie tous de définir notre identité à travers la vision des autres. Alors, je suis certaine que la majorité d'entre vous, vous vous êtes tous levés un matin en vous disant « Bon, qu'est-ce que j'ai de l'air pour aller à l'école? Qu'est-ce que j'ai de l'air pour aller travailler? » Alors, ça, c'est inconscient, mais c'est tout dans notre esprit. Fait qu'on a le goût de surtout être reconnu pour le travail qu'on fait. On a le goût d'être reconnu pour les activités qu'on va avoir à l'école. On va être reconnu dans nos loisirs, mais il y a une chose qui est sûre, on a tout le monde envie d'être reconnu. Parce qu'il n'y a pas personne qui a envie de devenir le bouc émissaire de quelqu'un. Puis, encore pire, il n'y a pas personne qui a envie de subir de l'intimidation. Alors, on se fabrique une nouvelle identité, une nouvelle personnalité pour s'adapter à ce groupe-là dans lequel on veut absolument faire partie. Puis, on souhaite, qu'importe le prix qu'on aura à payer, être considéré comme faisant partie de la gang, du noyau de la bande. Et dans chaque bande, dans chaque clan, il va toujours avoir un meneur, une meneuse, un fonceur, un grand parleur, une grande parleuse. Il est souvent perçu par les autres de deux façons. Soit que c'est un cool, soit que c'est un king. Mais on ne sait pas si c'est un cool, puis on ne sait pas si c'est un king. C'est quand il arrive une tragédie qu'on s'aperçoit que c'est un king. C'est quoi la différence entre un cool et un king? Souvent, le cool, ça va être le décontracté, c'est le jeune qui va faire des blagues, le jeune qui va être le rassembleur, celui qui va faire des organisations à l'école, mais jamais il va avoir l'intention de blesser. Le king, par contre, il n'est pas bien loin du cool. Des fois, on va avoir de la difficulté à les différencier. La seule différence, c'est que le king, ça va être le contrôlant. Ça va être le manipulateur. Ça va être le profiteur. Il se donne tous les droits sans égard pour les autres autour de lui. C'est lui qui est le plus important ou elle qui est la plus importante. Il intimide, il bafoue, il harcèle, il blesse, il tue. Et en bout de ligne, il cherche toujours la justification en sachant qu'il a tout détruit autour de lui. Il ne sait pas ou il ne veut pas savoir que sa façon d'agir brise des vies.
Alors qu'on soit une victime ou qu'on soit un délinquant, la ligne n'est pas très grande parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque acte criminel va transporter des familles, va transformer des gens dans une douleur qui risque de rester là à tout jamais. Alors, est-ce que de bafouer les règles, épater sa gang, ça en vaut vraiment la peine? Bien, je pense que la réponse, c'est facile de le savoir, c'est non. Moi, Lise Lebel, je n'ai pas eu le privilège de poursuivre ma vie paisiblement parce qu'une personne a choisi de m'imposer une sentence, une personne a choisi de bafouer la règle de vie, soit celle du respect des autres. Le 3 mai 2010, j'ai perdu tout ce qui me définissait dans cette vie. J'ai perdu mon unique enfant, j'ai perdu ma vitalité, j'ai perdu cet avenir heureux vers lequel je me dirigeais. Alors, avant de vous raconter mon expérience, de vous raconter mon histoire, je tiens à ce que vous fassiez la connaissance de Catherine Beaulieu, de faire la connaissance de cette jeune fille qui a assurément trouvé son salut à cet endroit où l'amour est bien plus fort que la mort. And I felt so empty, but now I'm fine, but still it's burning. When will you be mine? Too much of the same stories in our lives. I think it's time for change, don't you? Too much of the same stories. Le 3 mai 2010, le tirage au sort de la fatalité s'est abattu sur une jeune fille de 21 ans qui malheureusement en a perdu la vie. Collision foudroyante sur l'autoroute 55, impliquant une conductrice, une mère de famille, qui circulait en sens inverse, qui était fortement intoxiquée par l'alcool. Son premier taux d'alcool prélevé au centre hospitalier était de 228 mg. Est-ce que cette personne qui lui a enlevé la vie avait évalué toute l'ampleur de sa responsabilité? Vous comprendrez que la réponse est non. Tout au long de son retour vers chez elle, elle a consommé à l'intérieur de son véhicule une très grande quantité de vin. À la fin du mois de mai 2013, 3 ans plus tard, 3 ans d'attente, elle a été reconnue coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite avec un taux d'alcool de plus de 80 mg ayant causé la mort. Cette femme a choisi le parcours le plus long pour se défendre. Pendant 3 ans, elle n'a pas été capable d'entendre sa conscience lui chuchoter que cet acte criminel lui appartenait entièrement. Pendant 3 ans, elle a fait fi de la souffrance de ma famille parce qu'encore une fois, comme tant d'autres fois, ce n'était assurément pas de sa faute. C'est elle qui avait bu, c'est elle qui était en arrière du volant, mais ce n'était pas de sa faute. Éviter tout ça pour bien des familles, ça serait tellement facile. Ne jamais prendre la route dans le but ultime de se faire valoir. Ne jamais prendre la route quand on a consommé alcool, drogue, médicaments. Il y a plusieurs années, j'ai pris la décision d'amener à la vie une toute petite fille à qui j'ai fait la promesse de ne jamais la laisser tomber, quoi qu'il m'en coûte. Faire le choix de devenir parent, ce n'est pas faire le choix d'aimer, c'est faire le choix d'aimer de façon inconditionnelle. C'est se sacrifier à chaque jour pour que cet enfant puisse devenir une grande personne avec de grandes valeurs. Et c'est à chaque jour qu'il me fallait prouver à Catherine que j'étais et que je resterais toujours une référence à ses yeux. Alors, malgré l'absence de Catherine, je continue encore aujourd'hui à honorer mon engagement envers elle parce que vous comprendrez qu'elle restera à tout jamais le plus grand amour dans ma vie. Catherine, c'était une jeune fille attachante qui n'avait pas peur des défis. Ce qui la définissait le plus, c'est qu'elle aimait la vie. Elle rayonnait simplement par sa présence parmi nous tous. Et je peux vous assurer qu'un seul sourire de sa part vous aurait fait prendre conscience de son importance dans cette vie. Alors, je fais le choix conscient de pleurer ma peine en restant debout. Parce que je me dois de rester debout pour ma fille et être forte pour nous deux. Je vais rester debout et je vais le faire tant que je vais pouvoir le faire pour ceux et celles qui n'en ont pas la force, pour toutes ces familles qui n'ont pas la force de se relever.
parce que vous comprendrez que c'est plusieurs familles depuis le décès de Catherine qui ont vécu la même chose que moi. Mais avant toute chose, je vais rester debout pour essayer de faire la différence en essayant de dénoncer le manque de jugement et de respect de certains individus qui, par leur comportement, risquent régulièrement la vie des autres. Le 3 mai 2010, Catherine a été bafouée. Catherine a été réduite au silence. Catherine a été surprise à prendre sa dernière respiration sans qu'elle ait eu la chance de plaider sa cause face à ce droit fondamental, soit celui de vivre. 3 mai 2010, c'est une journée ordinaire, c'est un lundi. Ce matin-là, on n'a pas sorti nos montres en se disant bon, ben là, Catherine, il est 8 heures, dans tant d'heures, tu vas mourir. As-tu quelque chose à me dire? As-tu quelque chose à te faire pardonner? C'est pas comme ça que ça se passe, hein? On fait notre vie normale, c'est un lundi, donc de mon côté, c'est le travail. Et pour Catherine, bien entendu, elle allait à l'université, elle avait pris la décision de prendre des cours du soir. Fait que ce soir-là, elle se dirigeait vers l'université. Mais ce soir-là, comme à chaque départ de la maison, puis qu'elle me disait donc que j'étais harcelante avec ça, je lui ai rappelé combien c'était important d'être prudente sur la route. D'être prudente sur la route, puis que ce petit bout de papier-là qui s'appelle un permis de conduire, on le considère souvent comme un droit acquis, comme la carte d'assurance maladie. Mais ce n'est pas un droit acquis. Ça, on appelle ça un privilège. Tu passes ton permis, si tu es apte à conduire, on te le donne. Mais à partir du jour où quelqu'un, un policier, qui que ce soit, qui prend la décision que vous n'êtes pas apte à conduire, c'est là qu'on voit que c'est qu'un privilège puis qu'il faut le mériter. Il faut mériter d'être un conducteur. Par respect pour nous autres, mais par respect pour toutes les autres. Puis malgré toutes ces fois-là que j'ai dit à Catherine qu'il fallait qu'elle soit prudente, je n'ai pas été capable de la retenir près de moi parce que c'est quelqu'un d'autre ce soir-là qui avait pris une mauvaise décision. Alors, quelques minutes plus tard, sur l'autoroute, à mi-chemin entre chez moi et l'université, c'était déjà la fin pour elle. Déjà le moment de partir sans me dire adieu. Est-ce qu'elle a été moins à l'affût cette soirée-là? Peut-être. Est-ce qu'elle aurait pu éviter cet accident? La réponse est non. Parce qu'elle n'a eu qu'une seule et toute petite seconde pour réagir à l'accident. Sur le lieu de l'accident, pas de traces de freinage et pas de coup de volant. C'est plusieurs autres véhicules qui ont dû éviter d'être percutés par le véhicule de la délinquante. Sur l'autoroute, la délinquante zigzaguait d'une voie à l'autre. On est sur l'autoroute, alors elle passait de l'accotement de droite jusqu'à l'accotement de gauche. Elle accélérait, elle diminuait sa vitesse. Elle se rapprochait dangereusement des pare-chocs des autres véhicules. La délinquante s'est arrêtée sur le côté de la route. Elle a fait demi-tour et elle a repris la route en sens inverse. Elle a croisé d'autres véhicules. Elle a continué sa route et elle s'est dirigée tout droit sur un fardier qui transportait 127 000 livres de marchandises. Vous comprendrez que ça ne se tasse pas comme on veut. Alors, le chauffeur a activé ses flûtes. Elle n'a pas eu de réaction. Il a été obligé, lui aussi, rapidement, de se ranger sur l'accotement. Les experts à la cour en sont venus à la conclusion qu'elle a fini sa course en dirigeant intentionnellement son véhicule sur celui de Catherine. Mais un autre véhicule qui suivait celui de Catherine, 4 personnes âgées à bord, n'ont pas eu le choix de passer à travers l'accident. Alors, quand les véhicules ont rentré un sur l'autre, ils ont rebondi et le véhicule des personnes âgées ont eu juste le temps de passer entre les deux. Mais pendant ce court moment, ces quelques petites secondes, tout s'est arrêté et tout s'est assombri. Cette grande source de vitalité et de lumière qu'elle projetait autour de nous venait de s'éteindre à tout jamais. Mais bien entendu, on n'en est qu'au tout début de notre histoire. Parce qu'il est venu ce moment maudit pour une famille, pour une mère, pour un père, d'entendre quelqu'un venir à la porte et que là, on aperçoit 2 membres de la Sûreté du Québec.
La Sûreté du Québec ne se déplace pas chez nous pour venir nous avertir qu'on a laissé nos phares allumés. Quand on les voit rentrer, on le sait. On le sait très bien ce qu'ils s'en viennent nous annoncer. Ils sont là, impuissants, parce qu'imaginez-vous donc, des policiers, c'est des humains, eux autres aussi. Les ambulanciers, c'est aussi des humains. Puis ce job-là, ils n'ont pas envie de la faire ce soir-là. Ils auraient bien le goût de faire bien d'autres choses. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont sûrement tiré à poulie-face à savoir lequel était pour faire cette annonce-là. Parce que je ne pense pas qu'il y en a un des deux qui a dit « Hey, je veux y aller, je veux y aller. » C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ne veulent pas y aller, personne. Bonsoir, madame. Vous êtes bien la mère de Catherine Beaulieu. Nous avons le regret de vous informer que votre fille est décédée ce soir d'un accident de la route impliquant une conductrice qui était vraisemblablement en état d'ébriété. Alors, à ce moment-là, c'est comme si un courant foudroyant, un éclair venait de me traverser le corps et qui a tout arraché sur son passage. À ce moment-là, tu ne pleures pas, tu hurles. Tu hurles toute la souffrance qui ne pourra plus jamais sortir de ton corps. Toute ton énergie se dissout. Tu t'écroules, tu es sans mots et tu es surtout sans vie et sans avenir. Mais ce n'est pas terminé, parce que les policiers nous demandent de ramasser le petit peu d'énergie qui nous reste, parce qu'il faut se rendre au centre hospitalier pour faire l'identification du corps de Catherine. Mon beau-frère, qui s'est offert malgré lui, parce que c'est le seul qui est en mesure de prendre un véhicule, il ne se rend pas compte qu'il se dirige tout droit sur le lieu de l'accident. Alors, on a passé tout près de cet endroit-là, où on voit des chars de police, on voit des ambulanciers, on voit encore les pompiers qui sont tous là à faire la reconstitution de la scène et tout. Et c'est là qu'on prend conscience que ce soir-là, c'est mon nom qui est sorti du chapeau. Est-ce que ça arrive juste aux autres? Ben non. Ce soir-là, c'était le nom de Lise Lebel qui sortait du chapeau. Puis pendant tout cet endroit-là, pendant tout à l'endroit, pendant le trajet, il y a une seule pensée sur laquelle je suis fixée, parce que je suis une mère avant toute chose. Et j'espère, je prie, j'espère, ma chérie, que tu n'as pas souffert. Puis à un moment donné, quelqu'un est venu me chercher et on m'a autorisé à aller voir Catherine. Dès que je l'aperçois, je ne peux pas m'empêcher de pleurer son nom pour qu'elle sache que je suis arrivée. J'ai de la difficulté à la reconnaître, mais je suis convaincue qu'elle est là et que ce lien qui nous définissait est encore plus fort que jamais. C'est plein de choses qui se bousculent dans notre tête. Souvent, les gens pensent que notre tête se met à off, mais dans mon cas, moi, il n'y a pas eu de on-off. Ça restait à on, puis bien. Fait que tout ce qui s'est passé, je suis capable de le visualiser bien facilement. Je voudrais la prendre dans mes bras, bien entendu. Je voudrais la bercer une dernière fois. Lui redonner la vie en échange de la mienne, bien entendu. La rassurer, lui dire « Catherine, inquiète-toi pas, maman est arrivée. Puis là, j'ai mon kit à plaster, puis je vais te mettre des plasters là-dessus, puis tu vas voir, tu vas te relever, puis on va s'en retourner à la maison. » Parce qu'on ne veut pas que ça soit arrivé. On voudrait que tout ce monde-là n'ait pas compris ce qui s'était passé, puis que nous autres, on va la ressusciter. Je peux vous assurer une chose, c'est que ce soir-là, j'aurais signé n'importe quel pacte avec n'importe qui pour qu'elle puisse reprendre vie. Le rapport du coroner nous démontre très bien les ravages de cet accident violent sur le corps de Catherine. Fracture et affaissement du crâne à 45 degrés, multiples fractures au niveau du thorax et au niveau des deux membres supérieurs, multiples fractures au niveau des deux membres inférieurs, fémur, genou, pied. Je suis là à pleurer ma fille, mais je ne veux surtout pas la laisser tomber. J'ai fait un engagement avec elle quand elle est venue au monde. Alors, mon souhait le plus cher dans toute cette histoire, c'est que Catherine sente que je suis là pour l'accompagner, la consoler, la soutenir dans cette grande transformation que la vie ou la mort lui a imposée. Ce soir-là, je lui ai fait mes adieux
Et je suis repartie avec ce vide profond qui, depuis ce jour, ne m'a jamais quitté. Il n'y aura jamais de futur avec elle, plus jamais de projet ensemble, jamais de petits-enfants à tenir dans mes bras, jamais de tendre vieillesse à ses côtés. Alors sans elle, que vais-je devenir? Parce que sans elle, je resterai à tout jamais imparfaite et incomplète. Elle s'appelait Catherine et elle croyait avoir la vie devant elle pour accomplir de grands projets. Elle s'appelait Catherine et elle croyait vivre dans un monde de grande justice et de respect. Elle s'appelait Catherine et elle ne se serait jamais contentée de devenir un simple souvenir ou une statistique. Alors la seule et unique logique dans toute cette histoire, c'est qu'on lui aura imposé une sortie spectaculaire pour que jamais personne ne l'oublie. Et sur ça, je vous remercie de votre écoute et une bonne fin de... Merci beaucoup, Mme Lebel. Votre conférence est toujours très, très, très touchante. Je vous remercie. Vous savez, un événement comme aujourd'hui ne serait pas possible sans la présence de nombreux partenaires, puis on aimerait ça vous les souligner. La SAC, bien entendu, pour le Pacte pour la vie et sa grande contribution financière, le service des incendies de Baie-Saint-Paul, qui va piloter tout le volet des incarcérations tout à l'heure, la Ville de Baie-Saint-Paul pour le prêt de l'Aréna, Léandre Bergeron pour le prêt d'équipement audio et la sonorisation, la Sûreté du Québec, qui est à peu près partout ici, la Fondation Catherine Beaulieu, avec Mme Lise Lebel qui se déplace dans notre région avec un emploi du temps chargé. Puis à chaque année, Mme Lebel s'assure de pouvoir être présente ici au niveau de Charlevoix. Vous savez, c'est la 3e fois qu'elle se déplace ici dans la région. Bien entendu, la commission scolaire de Charlevoix, c'est grâce à ça que vous tous êtes ici. Broderie RB pour la conception d'objets promotionnels, TVCO pour les images vidéo diffusées sur les écrans. Les bénévoles de ces organisations ainsi que les comédiens bénévoles pour la simulation d'accidents, les élèves et les enseignants de la polyvalente du plateau, l'école de la Rose des Vents et du centre éducatif Saint-Aubin qui participent à l'activité aussi en grand nombre. J'aimerais souligner également la collaboration de gens qui travaillent pour l'organisation pour laquelle je travaille, c'est-à-dire la CETAC. Julie Dubuc, qui est ici en arrière, Simon Gilbert, qui doit être à quelque part là-bas. Vous savez, c'est grâce à ces 2 personnes-là qu'on réussit à faire un événement comme ça aujourd'hui. J'aimerais ça vous introduire Marie-Christine Côté, qui est ici présente, qui est une personne de la SAC, qui va venir vous parler du Pacte pour la vie. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui et de voir qu'il y a des belles organisations comme la STAC qui organise des superbes activités de sensibilisation. C'est une super belle initiative. Je vous remercie beaucoup. Madame Côté, cette semaine, on a connu le bilan routier pour ce qui est de la province de Québec. On voit, surtout dans la capitale nationale, on voit une augmentation des décès chez les jeunes sur la route. J'imagine qu'un événement comme ça aujourd'hui, ça vient chercher tout son sens. Exactement. En fait, toutes les initiatives de sensibilisation en sécurité routière sont importantes, particulièrement chez nos jeunes conducteurs. On est jeunes conducteurs une fois dans notre vie, donc c'est une clientèle qui est perpétuellement à recommencer au niveau de nos efforts. Avec le bilan routier qui est sorti, on voit qu'il y a toujours place à poursuivre les initiatives en sécurité routière, à poursuivre nos efforts de sensibilisation pour s'assurer qu'il n'y ait pas une détérioration. À la suite d'un événement, d'une activité comme ça ici, vous, est-ce que vous remarquez des jeunes plus sensibilisés à la fin? Parce qu'on dit qu'on veut se rapprocher beaucoup du réalisme d'un accident, d'une intervention des services d'urgence. J'imagine qu'à la suite d'une pratique comme ça, on voit des jeunes beaucoup plus sensibilisés. Oui, ça fait réfléchir. On remarque des visages qui changent. On remarque des gens qui ont réfléchi après des activités comme celle-là. On a des belles régions aussi où on voit qu'après le bal, par exemple, il n'y a pas eu d'accident. Donc, on voit que ça a un impact chez nos jeunes. Et puis, toutes ces activités-là sont importantes. Il faut essayer le plus possible, envoyer le plus souvent possible des messages de sécurité routière aux jeunes conducteurs. Puis l'activité d'aujourd'hui, ça en est un bel exemple. Au cours des prochaines années, évidemment, on veut que ce bilan-là diminue. Par rapport à la Société de l'assurance automobile du Québec, quelles mesures on va user de quelles mesures supplémentaires dans les prochaines années pour essayer de diminuer le taux de décès sur les routes chez les jeunes?
C'est sûr qu'au niveau de l'impact sur le bilan routier, il y a plusieurs facettes à regarder. Il y a les activités de sensibilisation, comme on vit aujourd'hui. Il y a tout ce qui est le contrôle policier qui vient avoir un effet sur les comportements des gens sur la route. Et il y a aussi les modifications au Code de la sécurité routière qu'on a vu dernièrement au mois d'avril, spécifiquement 2 mesures qui touchent les jeunes conducteurs au niveau du couvre-feu et de la limite du nombre de passagers. Donc, c'est toutes des actions qui font en sorte qu'on espère avoir un effet là, sur le bilan routier. Madame Côté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous invite donc à consulter divers sites d'intérêt, par exemple le site de la SAC ou le site conduitavie.com, où vous trouverez une multitude d'informations et des vidéos pour poursuivre vos réflexions. Il ne faut pas oublier que cette prise de décision-là, il faut l'avoir avant de prendre le volant. Il faut réfléchir à nos options dès maintenant. Le Pacte pour la vie en est un bon exemple. Le Pacte pour la vie, c'est un engagement à choisir un retour sécuritaire pour ne pas avoir à conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou la fatigue, ou à ne pas se laisser conduire par quelqu'un qui a les facultés affaiblies. Il vous sera d'ailleurs remis par vos enseignants lors d'un retour en classe sur l'activité d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas seulement que les conducteurs qui est important dans cette activité-là, mais aussi les passagers. Les passagers, vous avez votre mot à dire. Vous pouvez avoir une belle influence sur vos amis. Vous pouvez les aider à prendre les meilleures décisions, en les incitant à ralentir ou en étant leur texteur désigné, par exemple. Je vous remercie d'être attentifs à toutes les informations qui vous sont transmises aujourd'hui, d'être sensibles à ces informations-là. Tous et chacun, vous avez un rôle à jouer, parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup, Marie-Christine. Maintenant, on va laisser place à la simulation. Donc, on va éteindre les lumières. Je vais aller chercher ma blonde aujourd'hui. C'est beau, attends, là. Pour le poste de Charlevoix, à l'écoute. À l'écoute. On va avoir un appel pour un accident du 06 avec plusieurs blessés. Un accident lieu en face du 160 route 362, ambulance en direction. OK, je vais signer le 3114. Savez-vous combien de véhicules impliqués à l'accident, puis à se déplacer? Savez-vous si ça a mis à la circulation, madame? Positif, ça irait à la circulation. Il y a 3 personnes impliquées, c'est des jeunes dans la vingtaine, positif d'une personne éjectée d'un décès. OK, on est en direction. Centrale sur le véhicule 3614, vous à l'écoute. 3414.
Alors, bonjour tout le monde. On m'a demandé de vous décrire le travail que les policiers vont faire aujourd'hui lors de la simulation. Donc, quand on arrive sur une scène de collision comme ça, notre première préoccupation va être de sécuriser les lieux. On va placer notre véhicule à un endroit sécuritaire. On va essayer de protéger les lieux pour éviter qu'un autre accident se produise. Donc, ça, c'est notre première préoccupation quand on arrive. Une fois ça fait, pour notre sécurité à nous, puis la sécurité des autres intervenants qui vont avoir à se présenter, on va se diriger vers les personnes impliquées. On va aller voir les blessés, on va évaluer la gravité de leurs blessures, puis on va prioriser les gens qui sont le plus mal en point, qui ont besoin de soins le plus immédiats, puis on va intervenir auprès d'eux. Comme vous voyez, là, les policiers se sont séparés. On a une policière qui fait des manœuvres de réanimation sur une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Pour le travail des paramédics à l'arrivée sur les lieux, la priorité, c'est de prodiguer les soins presque à les urgences. Donc, on va prendre la relève des policiers qui sont présentement en train de faire du massage cardiaque. On va prendre en charge les victimes. Les policiers vont pouvoir retourner à leurs tâches de sécurité, d'enquête aussi. Puis... Donc, présentement, il y a la victime qui est au sol. On a une policière qui est en manœuvre de réanimation. On a une autre victime assise côté passager dans le véhicule gris. Les paramédics n'ont pas accès pour l'instant, donc il faut attendre l'arrivée des pompiers pour qu'ils utilisent leur outil de désincarcération pour donner accès à la victime. Au niveau des pompiers, quand on est appelé sur une intervention comme celle-ci, notre principal objectif, c'est la sécurité des intervenants et des victimes à l'intérieur. Donc, on va intervenir pour donner accès. On a plusieurs outils à notre disposition. On a des écarteurs, on a des pinces, des ciseaux hydrauliques également qui fonctionnent avec une pompe. Donc, vous allez être en mesure de voir là, de quelle façon on procède pour une intervention de désincarcération. Quand c'est possible, les ambulanciers vont à l'intérieur du véhicule avant qu'on procède à la désincarcération pour être capable d'apporter les premiers soins rapidement aux victimes. Après avoir mis les blocs, on dessouffle les pneus pour que la voiture vienne s'appuyer sur les blocs pour rester bien stable. C'est un travail qui se fait toujours en collaboration avec les ambulanciers. On s'assure de donner le bon accès aux ambulanciers. Parfois, on a plusieurs victimes dans les véhicules, donc on s'assure avec eux d'aller porter secours aux premières victimes, ceux qui en ont le plus besoin en premier. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration avec les ambulanciers. Un accès a été créé pour que l'ambulancier puisse aller porter secours à la victime. Donc, il y a un ambulancier à l'intérieur également là, pour venir porter les premiers soins. Donc, les pompiers ont fait du beau travail. Ils nous ont fait une belle ouverture. On a un paramédic qui est entré à l'intérieur. Lui, il peut aller faire une protection cervicale, donc protéger la colonne pour essayer de ne pas aggraver si jamais il y a eu des traumatismes au niveau de la colonne. Puis ensuite, quand le travail de désincarcération va être terminé, on va pouvoir avoir un accès pour évacuer la victime de l'automobile. Toujours de façon sécuritaire, avec des outils qui sont adaptés pour ça, toujours en protégeant les traumatismes. C'est vraiment un travail d'équipe, il y a une communication qui est constante. C'est un environnement qui peut être assez paniquant pour quelqu'un qui est victime d'un accident parce qu'on vient de se faire fesser, on est dans un auto qui est accidenté, il y a du verre partout, il y a du bruit, il y a le moteur de la pompe hydraulique qui vire. Les mâchoires, ça coupe la tôle, ça fait du bruit, il y a du verre qui revole. Donc, c'est vraiment pas rassurant comme environnement, mais c'est important de rester calme, d'écouter les consignes. Donc, en ce moment, vous assistez vraiment à une désincarcération comme on le fait quand on est appelé sur un accident. Donc, on n'a pas affaibli la porte avant. On a vraiment voulu que ce soit le plus réel possible. Donc, ça vous donne une bonne idée de la charge de travail que ça peut être lors d'un accident. C'est la raison pour laquelle on a mis des blocs puis on a dessoufflé les pneus. C'est qu'avec les coups que ça donne, ça évite que la voiture bouge. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis ces blocs-là au tout début.
À partir du moment où la porte est enlevée ou à partir du moment où on a réussi à donner accès aux ambulanciers, notre rôle va être de les assister dans leur travail, donc de leur donner un petit coup de main. Puis souvent, on va les aider quand il y a plusieurs victimes. Là. Souvent, ils ont besoin de bras, donc on est là pour ça. Pendant que les pompiers découpaient le véhicule, les paramédics ont eu le temps de préparer tout le matériel, donc on est vraiment prêt à procéder à l'évacuation dès qu'on a accès. Donc la victime est évacuée. Les paramédics vont continuer l'immobilisation, puis ensuite vont initier le transport là, vers le centre hospitalier. Alors, c'est ça. Une fois le blessé évacué, on va laisser quitter l'ambulance. Puis on va vous décrire le travail que les policiers vont faire avec l'autre conducteur impliqué dans quelques minutes. Ce ne sera pas très long. Notre conducteur, il y a une haleine d'alcool, une odeur d'alcool qui se dégage de son haleine. Donc, on va intervenir en conséquence avec lui. Évidemment, il se pourrait que ce jeune homme-là n'ait pas une haleine d'alcool, mais qu'il présente des signes d'intoxication. Soyez informés qu'on a un moyen de détecter ça. Ça s'appelle les épreuves de coordination et de mouvement. C'est une procédure qu'on a, que les corps policiers ont. Les policiers de la Sûreté du Québec, entre autres, et les policiers d'autres corps municipaux sont formés. C'est des tests qu'on peut administrer à une personne qu'on croit intoxiquée par la drogue. Donc, on lui fait passer ces tests-là. Si la personne les échoue, elle est amenée au poste de police. Et elle va avoir à rencontrer ce qu'on appelle un agent évaluateur, qui est un spécialiste dans la détection des drogues. Donc, dans ce cas-là, les policiers ils font passer le test à l'aide de l'appareil. Le résultat du test sera, dans ce cas-là, un test qui va être échoué par la personne. Ça va nous démontrer qu'il y a une quantité d'alcool qui est supérieure à ce qu'il peut avoir dans son organisme. Donc, les policiers vont procéder à son arrestation. Puis on va avoir différents intervenants qu'on va appeler en renfort. On va avoir un enquêteur qui va venir sur ce type de dossier. On va avoir aussi un reconstitutionniste en enquête collision, auquel on va faire appel pour venir expertiser la scène puis reconstituer la séquence des événements. Qu'est-ce qui s'est passé, les véhicules d'où ils arrivaient, les contacts entre les véhicules se sont faits à quel endroit. C'est un spécialiste qui va nous aider à déterminer ça. Dans un dossier comme ça, c'est très important. Sachez aussi que dans ce type de collision-là, il pourrait arriver que, par exemple, là, le cas qu'on a présentement, le jeune homme est intoxiqué par l'alcool, il pourrait arriver aussi qu'il ne soit pas intoxiqué. Un peu qu'est-ce qu'on a à faire, nous aussi, là, dans la situation, là, parce qu'on intervient sur le site, mais aussi on doit des fois annoncer des mauvaises nouvelles. C'est avec regret que je vous annonce qu'elle est décédée d'un accident de voiture. Non! Mais voyons donc! Oui, mais ça n'a pas d'allure! Ma fille morte! Mon enfant! Mon enfant! Est-ce qu'on peut rentrer, madame? Pourquoi? Venez, on va rentrer. Venez, on va rentrer à l'intérieur. Julie Simon, pour les paramédics, on vient d'avoir en fait une simulation d'accident très, très poignante. Et en fait, ce qui est intéressant d'un coup, c'est que la simulation qu'on a vue, ça reflète réellement la réalité, ce que vous retrouvez dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de voir des simulations comme ça? En fait, c'est une simulation qu'on essaie de rendre la plus réelle possible avec les différents intervenants, là, que ce soit les policiers, pompiers ainsi que les paramédics. Donc, on se concentre sur faire notre travail finalement, puis on refait là, ce qu'on ferait vraiment dans la vraie vie, là.
Parce que les étapes qu'on a vues durant la simulation, c'est réellement les étapes dans l'ordre qui sont faites lors de réels accidents, c'est ça? Oui, absolument. C'est sûr qu'on a un scénario pour qu'on voit tout comme il faut, mais moi, je dis toujours aux intervenants avant que ça commence, là, ben, c'est pas compliqué, on fait comme dans la vraie vie, là. Les simulations avec le temps sont de plus en plus poignantes à regarder. Est-ce que c'est voulu pour que le message passe? En fait, on ne fait pas exprès, hein, ça vient comme ça. On arrive ici, on fait notre travail. C'est sûr qu'une simulation comme ça, il y a un blessé qui est impliqué. On sait que c'est pas un vrai blessé, sauf que c'est des autos accidentés. Nous, on fait notre travail. Fait que c'est certain que ça vient chercher les gens, là. On n'a pas besoin de mettre de la sauce là-dessus, là. En 2018, est-ce que vous pensez que le message passe sur l'alcool au volant ou s'il y a encore de la sensibilisation à faire pour augmenter ça davantage? En fait, il y a encore de la sensibilisation à faire. Les données sont sorties pour les bilans routiers, puis il y a une augmentation de 46 des décès chez les 16 à 24 ans. Donc, définitivement, pour l'alcool au volant, il y a de la sensibilisation à faire. Puis maintenant, au deuxième rang, qui n'a jamais été au deuxième rang, il y a les distractions là, pour les causes d'accidents, donc les textos. Fait que c'est évident qu'il y a encore vraiment beaucoup de sensibilisation à faire. Ça ne s'arrêtera jamais, là, la sensibilisation. Quand on voit des accidents reliés à l'alcool au volant, tout de suite, on pense dans notre tête, c'est des jeunes. Mais ça peut toucher à tout le monde. Et aujourd'hui, bon, vous côtoyez ça souvent, ces situations-là. Est-ce que les jeunes, avec le temps, s'abaissent ou si c'est les adultes? Dans quelle tranche d'âge qu'on peut voir ça? Bien, en fait, là, je n'ai pas les statistiques, mais on peut voir, là, on a vu avec la conférencière ici aujourd'hui, sa fille de 21 ans est décédée. Elle n'avait pas conduit avec les facultés affaiblies. C'est une adulte qui l'a frappée puis sa fille est décédée. Donc, c'est toutes les tranches d'âge. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire à tous les niveaux, là. Excellent. Merci beaucoup. Et on souhaite aussi que le nombre de blessés puisse baisser avec le temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.